Mm. Alors, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Comme vous venez de l'entendre sans doute dans vos casques ou vos enceintes, je ne sais pas comment vous êtes reliés, j'enregistre ce webinaire à destination de l'ensemble des acteurs des cités éducatives. Donc, pour ceux qui sont présents, mais également ceux qui n'auront pas pu être là aujourd'hui, mais qui souhaiteront revisionner ce webinaire. Aujourd'hui, on doit accueillir normalement l'ensemble des cités éducatives labellisées, donc de toutes les générations ou de toutes les phases, donc des cités éducatives des années 2020, 2021 et 2022, mais également celles qui ont été labellisées dernièrement, les 40 dernières labellisées en 2025. Donc bienvenue à toutes et tous. On souhaitait vous proposer ce webinaire aujourd'hui, particulièrement sur les sujets de l'évaluation. C'est pas la première fois qu'on fait des contenus ou des séminaires ou des journées sur l'évaluation. Vous savez que c'est important dans le cadre de la démarche des cités éducatives que la question évaluative soit réfléchie, pensée, et c'est d'ailleurs, ça prend forme notamment avec un- une évaluation qu'on vous demande de formaliser au début et de nous faire part un peu de la manière dont vous souhaitez évaluer vos cités éducatives. Donc on a plusieurs volets sur la question évaluative. On a la question des évaluations locales sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. C'est plus de ça dont on parlera aujourd'hui. Et puis évidemment des chantiers évaluatifs nationaux que nous avons pu mener, notamment avec l'INJEP, notre partenaire, et d'autres avec l'Université de Cergy également. Donc la question évaluative, elle est assez complexe, comme vous le savez et comme on va le voir aujourd'hui. On a essayé, ce faisant, voilà, de vous apporter des modalités, des guides, en tout cas des outils qui vont vous permettre, je l'espère, nous l'espérons, de vous accompagner dans cette démarche évaluative qui est indispensable pour donner à voir à la fois ce que vous réalisez dans les cités éducatives, mais aussi les effets des projets que vous menez. Fiona, je peux peut-être qu'on peut mettre ou c'est Suzy, pardon, la deuxième diapo. Euh, donc moi, je vais être assez rapide aujourd'hui puisque vous verrez que je vais passer la main assez rapidement à Suzy Chevet, qui est ici présente en haut dans mon écran. Alors, je sais pas dans votre écran où elle est. J'en profite d'ailleurs, c'est une petite incise pour la remercier sincèrement pour les 4 années, 5 années de collaboration qui a été les nôtres avec elle, puisque Suzy nous quitte aujourd'hui en fait. Et donc elle a accepté d'opérer une dernière fois un webinaire parce qu'elle avait mené ces travaux notamment sur l'évaluation. Donc merci Suzy d'assurer cette animation. Merci pour ces 5 années. Je crois que tu vas manquer à l'ensemble des acteurs ici présents. Et ceux qui n'étaient pas là regretteront de ne pas avoir appris ton départ en direct et nous vous questionnerons sans doute sur ce que tu es devenu. J'en reviens aux cités éducatives et à l'évaluation. Donc, pour vous dire très rapidement quel a été un peu l'objet de notre réflexion. On a travaillé cette année avec nos collègues de la DGESCO, ici représentés par Saïda Belaïd, mais l'ensemble du Bureau de l'éducation prioritaire et des territoires, sur ce chantier évaluatif. Notre intention, c'était de vous fournir des outils, un guide, comme je le disais. Alors, on a appelé ça une boîte à outils. Donc une boîte à outils avec à la fois des éléments méthodologiques, des rappels à la fois sur les enjeux de la question évaluative, mais aussi des outils très concrets qui, je l'espère, nous l'espérons, vous donneront aussi peut-être des moyens de travailler sur votre évaluation. Alors on verra tout à l'heure, je pense, dans ce webinaire, que on se posera la question de savoir si l'évaluation elle doit être interne, externe, mais tout ça, c'est des sujets qu'on abordera et que Suzy abordera dans sa présentation. Là, moi, à ce stade, je voulais juste vous dire que donc on a travaillé sur ce guide, sur cette boîte à outils. Il faut vraiment la prendre comme telle. Ce n'est pas un cadre évaluatif national qui sera imposé à l'ensemble des cités éducatives. Si vous savez que c'est pas notre habitude. On a des cadres nationaux tels que les conventions, des choses comme ça, ou des contraintes qu'on vous donne, notamment avec les revues de projet. Et là, on est vraiment sur ce principe de la boîte à outils. Donc, vraiment, on vous donne un maximum d'informations. Donc, vous verrez, ça vous paraîtra parfois peut-être foisonnant. Et c'est assez volontaire, c'est assumé de notre part. Il y a une diversité de contenus, une diversité d'informations. Donc il faut effectivement prendre le temps de regarder. Je crois que vous l'avez reçu de toute façon, ce guide. Vous avez peut-être eu l'occasion déjà de le visualiser. Donc déjà, vous êtes peut-être posé quelques questions. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de revenir dessus, de vous en présenter un peu par le menu quelles étaient nos intentions et un petit peu les contenus. Et d'ailleurs, je crois, et c'est un peu notre intention, et on en parle souvent avec les équipes évaluatives nationales ou avec les laboratoires avec lesquels nous-mêmes nous travaillons, il a vocation à être alimenté en continu. C'est-à-dire que c'est un document,
cette boîte à outils n'est pas un document définitif. Il pourra être alimenté par d'autres outils, d'autres pratiques qui viendront enrichir cet outil-là, évidemment, dont on vous fera part chemin faisant. Voilà ce que je voulais vous dire pour ma part sur ce cadre-là. Je vais laisser la main à Suzy, comme je l'avais dit. Je vous rassure toujours. Alors, je vous rassure et je ne vous rassure pas. Ça sera un webinaire assez long, puisqu'on a beaucoup de choses à vous présenter. J'ai déjà été moi-même très long dans mon introduction, mais on laissera quand même la place à quelques questions et à quelques échanges. Et sinon, n'hésitez pas évidemment à nous questionner via la boîte générique cité-éducative@anct.gouv.fr. Évitez, comme vous l'aurez compris, d'écrire à Suzy, puisque elle ne pourra plus vous répondre. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi, un bon webinaire. Suzy, je te laisse la main et puis je reste également pour t'écouter. Merci Frédéric, merci beaucoup. Donc c'est avec plaisir que j'anime ce dernier webinaire parce qu'en 5 ans, l'évaluation, elle m'a beaucoup tenu à cœur. J'étais très perdue moi au début quand je suis arrivée sur les cités sur cet enjeu. Et on a vraiment, nous, National, mis du temps en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une posture qui était très peu contraignante sur le sujet parce que on se considérait pas non plus légitime en fait à expliquer au territoire ce qu'ils allaient devoir évaluer dans la mesure où en fait les objectifs ils sont définis sur le territoire, ils sont pas définis au national sur chaque cité éducative. Donc, nécessairement, l'évaluation, elle est locale. Elle est réfléchie localement, elle est portée localement, elle est construite localement. Donc, ce guide, en fait, il est construit dans cette idée-là vraiment. Euh, L'idée, c'est que vous pouvez piocher dans ce guide. Vous pouvez le regarder en entier, vous pouvez n'en regarder qu'un morceau, vous pouvez ne prendre que ce qui vous intéresse, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, le modifier et l'adapter complètement. Voilà, je tiens vraiment à réappuyer sur le caractère non prescriptif de ce guide, parce que c'est important pour la qualité de vos évaluations locales, en fait. Sur les côtés un peu techniques aussi, à l'écran, là, s'affiche une petite ampoule et un petit tournevis. Dans le guide, en fait, vous avez donc toute une partie descriptive, là, je vais y venir après. Et en fait, régulièrement, vous avez comme ça soit la petite ampoule, soit les petits outils qui apparaissent. En fait, c'est pour vous dire que là-dedans, dans vraiment ce qu'on appelle la boîte à outils, on a fléché soit des pratiques, c'est des ampoules, qu'on a observées, ce qu'on a appelé des pratiques inspirantes sur les cités éducatives. Donc, ça veut dire que c'est des pratiques voilà, qu'on allait piocher dans vos évaluations, en fait, locales soit sinon des outils, c'est-à-dire qu'on s'est dit que là vraiment, voilà, par exemple, le référentiel évaluatif qu'on avait travaillé avec le cabinet Le Chanel Roseau, c'est un outil, c'est des outils qu'on vous remet à disposition là-dedans, mais il y en a également certains outils qui n'étaient pas initialement construits avec le Chanel Roseau et qu'on a repérés dans d'autres pratiques qui nous semblaient intéressantes. Euh, la construction de ce webinaire, on va le faire en 3 à 4 temps. D'abord, dans un premier temps, on va revenir un peu sur le pourquoi de l'évaluation. Je vais essayer de pas être trop longue là-dessus, mais c'est important, voilà, de resituer certaines choses sur l'évaluation des cités éducatives. Après, je vous proposerai qu'on ait un premier court temps d'échange, où j'inviterai, voilà, quelques personnes à s'exprimer sur le sujet, voilà, dans le cadre d'une sorte de, voilà, petite prise de parole. Et après, ensuite, je rentrerai dans on va dire, une présentation un petit peu plus prolongée qui là ira un peu plus dans le détail du guide qui a été construit en 6 étapes et quelles sont ces 6 étapes que nous on a mises et pourquoi et qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans. Voilà donc et puis à la fin si on a le temps on reprendra à nouveau des questions. Donc sur tout d'abord les objectifs et les attentes de l'évaluation. Donc pourquoi évaluer sa cité éducative? Frédéric l'a déjà beaucoup exprimé là, mais voilà, il y a vraiment un enjeu en fait d'avoir une meilleure objectivisation des résultats de votre démarche en fait sur le territoire. Et en plus, ça va favoriser un processus d'amélioration continue des projets. Donc voilà, donc en plus après 5 années quand même d'existence du label, il est vraiment nécessaire de rendre des comptes, voilà, et de justifier aussi notamment voilà, de tous les moyens mis à disposition et mobilisés. Je ne parle pas que des crédits éducatifs, mais des moyens en général qui sont mobilisés sur les territoires pour faire vivre cette démarche et les objectifs qu'elle a. L'évaluation, il ne faut pas non plus négliger aussi le fait qu'elle a vocation à améliorer le pilotage et la qualité de l'intervention de la cité. Voilà, il y a le côté rendre des comptes, mais il y a aussi améliorer, voilà, et aller plus loin, améliorer la prise de décision, importante. Et puis c'est également l'évaluation ça doit être pour vous un outil qui doit vous permettre aussi de générer et renforcer l'adhésion, que ce soit des partenaires, des familles, des habitants, enfin voilà. Ça peut être un outil qui peut aussi être vu dans ce sens-là, et ça, c'est très important. Sur qu'est-ce que l'évaluation? On vous a remis une petite définition, mais je ne vais pas rentrer dedans, je ne suis pas scientifique. Mais dedans, dans le guide, on remet des petits éléments de contexte là-dessus sur qu'est-ce qu'une évaluation. Je vais plutôt me pencher sur distinguer le suivi d'évaluation qui nous paraît beaucoup plus important. Et notamment le fait que en fait, assurer un suivi, c'est mesurer des évolutions. C'est un exercice qui est continu, c'est tout au long de la mise en œuvre d'une démarche. En général, c'est des indicateurs qui sont quantitatifs, du type des reportings, et c'est une réalisation qui se fait en interne, le suivi d'un projet ou d'une démarche. Par contre,
l'évaluation, c'est apprécier si les évolutions en fait qu'on observe notamment, elles sont bien dues à l'intervention qui est évaluée. Donc en fait là pour le coup on rentre plus dans un exercice qui est ponctuel, qui n'est pas permanent au final, même si il peut être ponctuel plusieurs fois, ça veut pas dire voilà, mais par ailleurs en plus il va pas être que sur des données quantitatives, il va aussi être sur des données qualitatives normalement pour pouvoir tout simplement apporter une appréciation. Et sa réalisation, elle est à la fois interne et externe. Je reviendrai après sur cette question du regard externe qui est très important pour nous sur les cités éducatives. Et là-dessus, je veux vraiment un point d'attention très important, c'est que la revue de projet n'est pas et ne peut pas être une évaluation de la cité éducative. Je pense que c'est un point qui est toujours très important à rappeler. Je pense que voilà, les chefs de projet et la plupart des acteurs enfin de la gouvernance commencent à être assez sensibilisés là-dessus, mais parfois voilà, il faut encore quand même le rappeler, n'hésitez pas. Mais voilà, une revue annuelle de projet, il faut avoir en tête que celle qu'on vous demande, c'est quand même sur la base d'informations qui nous intéressent au national, qui n'interrogent pas vos dynamiques locales en fait, et qui sont des indicateurs qu'ensuite nous on réutilise. Donc, il est vraiment important de distinguer la revue de projet telle que nous, notamment, on vous la demande, d'une évaluation locale. Voilà. Donc ça, voilà, elle ne peut pas s'y substituer. Elle va seulement vous permettre, voilà, d'apprécier, voilà, voilà, de mesurer certaines évolutions. Et encore, vraiment, si vous faites de la comparaison d'année en année avec chaque revue de projet, vous arrivez à avoir une évolution. Donc ça, c'est important, voilà, de dissocier revue de projet et évaluation. Après, il y a la question aussi de quand évaluer sa cité éducative. Euh, la temporalité retenue, elle doit être pensée au regard des réalités qui vont être propres à chaque territoire. En fonction aussi des moyens qui sont alloués, qui sont adaptés aux ambitions qu'on a, qui sont adaptés aux délais qui sont prévus. Enfin, voilà. On n'a pas, voilà. L'évaluation, ce qui est important, c'est qu'elle s'improvise pas, par contre. Il faut idéalement la prévoir dès la conception de la cité éducative ou en tout cas se donner un temps qui permette, voilà, d'avoir une vision suffisamment longue d'évaluation. Euh, mais voilà, donc là, notamment pour les nouvelles cités éducatives, parce qu'on a 40 nouvelles, je vous invite très fortement, voilà, à vous mobiliser rapidement, parce que mine de rien, en fait, réfléchir dès maintenant à cette complexité que sont les indicateurs, par exemple, qu'ils soient qualitatifs, quantitatifs, qu'on va se donner, c'est aussi vous faciliter la vie dans quelques temps quand vous allez devoir récupérer ces fameux indicateurs et vous dire où est-ce que je vais rechercher, etc. Je vous invite, voilà, quand c'est possible, à l'anticiper le plus possible et à ne pas l'improviser. Et pour les cités qui sont notamment, qui ont été renouvelées là depuis 1 ou 2 ans, en fait, c'est intéressant parce que c'est aussi un moment, tout le moment, qui est assez intéressant pour se remobiliser sur ce sujet. Maintenant qu'on a quand même eu une première période assez longue et intense déjà, voilà, de se re-questionner sur le projet, l'évaluation, elle sert quand même vraiment aussi à ça. Ce qui est important, c'est que l'évaluation aussi, elle doit porter sur l'ensemble de la période de labellisation. Voilà. Donc, le séquençage est possible. Ça ne veut pas dire que vous devez évaluer tout le temps, à chaque moment, la cité éducative. Mais par contre, il faut qu'à la fin, vous ayez un regard qui porte sur la cité depuis le début. Ça, c'est important. Même si vous ne faites, on imagine qu'une évaluation finale sur tout ce qui s'est passé, voilà, il faut que ce soit sur tout ce qui s'est passé quand même. Et voilà. Après, on peut imaginer un séquençage, des évaluations intermédiaires. Voilà, il peut y avoir différentes méthodes. Je redonnerai quelques exemples après. Voilà, l'idée là, voilà, c'est ça s'adapte aux moyens, aux ressources, au calendrier local. Par exemple, pour donner un exemple, on a des cités qui vont faire appel, par exemple, à un évaluateur externe, que ce soit, imaginons, un partenariat avec un labo ou alors que ce soit avec un cabinet, qui vont leur demander d'être présents sur les 3 années de labellisation. Il y en a d'autres, par contre, qui vont prendre ça que sur la dernière année, et puis pas dans les mêmes modalités, voilà, fin d'intervention. Donc ça, voilà, tout ça, ça peut s'adapter. Dans le guide, on vous donne aussi des exemples, voilà, sur ce type d'aspect. J'y reviendrai aussi après. Je vais vous en montrer même visuellement certains exemples. Euh, Comment on évalue sa cité éducative? Euh, il est vraiment important de toujours repartir en fait des axes prioritaires de la cité et des objectifs qui sont énoncés à son lancement. Il faut que votre évaluation elle soit bien centrée sur des enjeux qui sont identifiés dès le départ. Voilà, il faut que ça valorise les spécificités de votre projet. C'est pour ça que je vous disais que la revue de projet annuelle, elle peut pas constituer une évaluation de votre cité éducative. Il faut que les spécificités apparaissent. Il faut que les enjeux en fait qui vont être regardés ils soient perçus comme fondamentaux pour que ça ait du sens de pourquoi on évalue. Parce qu'en fait, évaluer quelque chose parce que vous le faites, ça peut être intéressant, mais si c'est pas fondamental, en soi, est-ce que c'est vraiment pertinent de l'évaluer dans la mesure où est-ce que ça a amené une évolution sur notre territoire, ce sera plus difficile à apprécier en fait. Voilà. Euh, Avant de rentrer ensuite plus en détail dans le guide, je vous propose qu'on fasse un premier tentative de temps d'échange. C'est pas simple, j'ai plutôt animé des ateliers sur l'évaluation en présentiel avec voilà, des personnes en face de moi, mais je tiens quand même à ce qu'on essaye de le faire en direct. Donc, je vous propose d'abord, je vais mettre un tout petit questionnaire, il y a 2 questions,
Et ensuite, sur la base de ce questionnaire, je proposerai à deux ou maximum trois personnes de réagir en direct, sous réserve que j'arrive à lancer le questionnaire. Alors, ça va me demander une demi-seconde. Pardon. Voilà, sondage. Hop. Fiona, le questionnaire apparaît? Ouais, super. Oui, plus haut. Je sais pas si les personnes peuvent répondre. Si, c'est bon. Alors, Suzy a eu un petit problème de... Suzy a eu un petit problème de connexion, mais elle revient tout de suite. J'en profite, Fiona, je ne sais pas si on m'entend. Oui, je pense qu'on m'entend. Tu m'entends, Fiona? Non. Merci. On Pour me vous présenter, entend. merci Frédéric. Pour les nouvelles cités éducatives qui viennent d'être labellisées, donc Saïda Belaïd, je suis chargée d'études au Bureau de l'éducation prioritaire et des territoires, donc en charge notamment des cités éducatives, du 8h-18h et du dispositif école ouverte. Donc pour toutes les nouvelles cités, CPO, chefs de file qui sont connectés. Euh, N'hésitez pas pour des questions, j'allais dire, internes à l'éducation nationale, notamment la convention de mutualisation. Si vous avez des questions à me solliciter dans le chat, je vais vous mettre mon adresse mail. Et voilà, et on partage avec la NCT, avec les collègues de la NCT, donc la boîte fonctionnelle des cités éducatives. Donc, boîte qui nous permet de communiquer et répondre à vos questions lorsque vous nous saisissez directement. Voilà, donc Suzy est en train de nous rejoindre. Voilà, c'est juste un petit problème d'ordi. Je te laisse voilà, le temps que tu t'installes pour relancer le PPT et pour pouvoir avoir accès donc aux questions auxquelles vous avez répondu. Oui, bonjour. Mon ordinateur vivement m'a dit que je n'étais plus dans les cités éducatives et il voulait plus fonctionner. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on va y arriver. Pardon. Donc, je vais donc rebondir sur le sondage, tout à fait. Pour aborder le sujet de l'évaluation de la cité éducative. Alors, globalement, ça passe. C'est une bonne nouvelle. On a quand même une large majorité des répondants qui se sentent plutôt à l'aise. Donc, j'avoue que ça me fait plaisir de savoir ça. Parce que c'était toujours un sujet tellement complexe. C'est bien si, voilà, c'est pas, ça n'effraie pas trop de monde. On en a quand même, voilà, pour qui je vois que le guide va peut-être, voilà, apporter quelques, quelques outils. Et alors, votre cité éducative a-t-elle déjà fait ou fait-elle actuellement l'objet d'une évaluation? Euh, donc, euh, alors là, les résultats sont assez répartis, on va dire. On a un peu de tout au final. On en a qui sont labellisés depuis 15 jours, on est content de les accueillir. Il y en a qui lancent le chantier, voilà. Et il y en a pas mal qui ont quand même terminé leur première évaluation et qui sont en train de s'interroger sur la suite. Et il y en a qui ont déjà démarré. Bon. Est-ce que peut-être sur notamment, voilà,
On peut deux ou trois personnes qui souhaiteraient s'exprimer sur voilà soit ce qu'ils appréhendent de l'évaluation ou ce qu'ils en pensent là à ce moment, ou comment s'est passée leur première évaluation, s'ils l'ont terminée, les perspectives. Je regarde, n'hésitez pas à lever la main. Euh, et s'il n'y a pas, c'est pas grave. J'enchaînerai sur la présentation. Ouais. Ah si. Bah, Monsieur Catio, je vous en prie. Avec plaisir. On vous entend pas. Je sais pas si c'est moi. Monsieur Catio. Euh, Alors, Monsieur Catio, je sais pas. Non, on vous entend pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, vous apparaissez en ligne et avec le son actif. Écoutez, je donne la parole à Madame Dridi, mais si vous arrivez, n'hésitez pas à nous faire un signe. On vous reprend. Euh, Bon, bah, Madame Dridi, je vous donne la parole. Et puis, si Monsieur Catio arrive à nous rejoindre, après. Bon, bonjour à tous, Faiza Dridi, donc chef de projet opérationnel de la cité éducative de Toulon, dans le Var. Donc, nous avons fait un renouvellement de label là pour cette année, donc 2025-2027. Nous avons été accompagnés sur l'évaluation, déjà pour évaluer les 3 années en 2024, donc par un cabinet conseil. Et nous avons renouvelé l'accompagnement cette année sur notre subvention 2025 avec un travail sur vraiment un saut qualitatif sur l'évaluation de la cité éducative. Et nous sommes en train de travailler, nous avions un séminaire justement vendredi dernier pour travailler sur des outils justement pour accompagner les partenaires. Et, euh, et voilà, et ce travail-là est maintenu sur toute l'année, sur cette évaluation-là, pour qu'on puisse tous être au même niveau d'attente, au niveau des critères, au niveau de l'évaluation. Et nous avons aussi, et nous travaillons sur une évaluation continue. Là, vous disiez sur une évaluation tout au long de du label, mais voilà, c'est ce que nous mettons en place. C'est l'évaluation continue de la cité éducative sur Toulon, qui compte 10 quartiers politiques de la ville. Avec autant avant, on avait deux labels cité éducative. Là, cette année, nous avons demandé une seule cité éducative pour être en cohérence avec la politique de la ville. Vous évoquez un saut qualitatif, mais c'est parce que vous n'étiez pas satisfait ou c'est juste parce que vous considérez que vous allez plus loin? Ou il y a... Oui, tout à fait. C'est pour aller plus loin, c'est pour vraiment s'améliorer au niveau des attentes de chaque côté, autant des financeurs que justement des porteurs Mm. de projets. Et justement, on est là pour les bénéficiaires, donc c'est pour qu'on puisse tous travailler ensemble, en intégrant aussi les familles, les parents, dans le cadre de la cité éducative. Donc en fait là vous avez vraiment on va dire une gouvernance qui va être élargie, mais également une association de partenaires qui va être très élargie sur votre évaluation. Et vous aviez pas ça sur la première partie que vous aviez fait, ou peut-être pas à ce moment? Alors, sur le premier label que nous avons mis en place, donc déjà, sur Toulon, c'est un quatuor. Donc, il y a Mm. la carte qui nous a rejoint. Alors, bien sûr, il y avait ce travail-là partenarial, mais il y avait beaucoup d'axes d'amélioration, surtout D'accord. d'intégrer les bénéficiaires. Voilà, Ouais. c'est vrai qu'il y avait, voilà, c'est le gros travail, c'est celui-là, avec toutes les problématiques au niveau de la parentalité. Donc, c'est vraiment intégrer les familles, les bénéficiaires, pour justement mettre en place les actions et pas juste les financeurs et les porteurs. D'accord, ok. Intéressant. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Je ne sais pas si Monsieur Catio peut y arriver. Pose la question. Euh, Alors, à défaut de micro, vous nous interrogez, qu'entendez-vous par première évaluation, celle effectuée lors du premier label? Alors en fait, sur les évaluations, première évaluation, parce que sur 210 cités éducatives à fin 2024,
large partie en fait ont déjà mené une première évaluation en fait de la cité éducative. Pour une grande partie, c'était terminé. Ils avaient fait un premier cycle évaluatif au final. Certains n'avaient pas encore terminé. Ils sont là sur la fin de ce premier cycle évaluatif, mais donc il y aura peut-être des interrogations sur un deuxième à relancer. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de première évaluation et éventuellement deuxième évaluation parce qu'on voit bien que là il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Est-ce que il y a encore éventuellement des souhaits de prise de parole? Euh, non, ça s'affiche là. Attends. Sinon, je vais avancer. Ah, si, Monsieur Païs, je vous en prie. Bonjour, je ne sais pas Bonjour. si on m'entend. Je Si. suis chef de file à la cité éducative du Bois-l'Abbé, donc Champigny-Chêne-Vert dans le Val-de-Marne. Moi, effectivement, j'ai répondu qu'on avait été évalué une première fois, on a réussi, mais c'est un vrai sujet sur cette cité éducative, à dégager un volant pour un cabinet extérieur comme la collègue. La dernière année de la première labellisation, en arguant que ça permettait de répondre plus pertinemment à la nouvelle demande de labellisation et d'identifier des leviers. Maintenant, effectivement, c'est un vrai sujet parce que quand enfin, on écrit dans les fiches actions des indicateurs, notamment quantitatifs, parce que c'est quand même ce qui permet en masse d'évaluer aussi des effets. Le retour post-action de tous les indicateurs n'est pas forcément complet. On a beau indiquer sur ce qu'est un indicateur et ce que n'est pas un indicateur. C'est parfois très variable dans la perception, ou en tout cas dans le retour qu'on en a. Et j'avoue que c'est pour ça que bon, l'aide d'un cabinet, c'est très important, je crois. En tout cas, moi, ça a permis aussi d'externaliser cet aspect-là, ce qui n'est pas anodin non plus. Mais derrière, un suivi quantitatif, qui passe pas forcément par des entretiens, c'est bien qualitatif aussi, mais un suivi quantitatif, ça peut être très compliqué parce que ça sous-entend de mesurer les choses, mesurer dans la durée, action après action, pour mesurer des effets. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, je parle à titre local, est très compliqué à mettre en place de façon uniforme sur l'ensemble de la cité éducative et tous les partenaires. Voilà, témoignage, mais... Tout à fait. Merci beaucoup, mais vous avez tout à fait raison. Surtout que c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais un peu le fait que en fait, plus on peut commencer tôt à réfléchir à les démarches d'évaluation et réfléchir notamment à ces fameux indicateurs ou données qu'on souhaite recueillir. Voilà, il y a un enjeu sur ce sujet. Euh, Relativement, alors je prends une question juste de Madame Montero sur le nom de plusieurs cabinets pour lesquels éventuellement vous êtes satisfait et les coordonnées une idée de tarifs. Alors, nous, on n'aura pas trop de visibilité sur les tarifs, mais si vous nous interrogez via la balle cité, on a, via la revue de projet, notamment, en fait, été vous demander le nom de tous les évaluateurs qui existaient. Donc, on a maintenant une liste de plus de 50 noms entre les universités, les cabinets qui interviennent sur les cités éducatives. Ça vous donnera pas, on va dire, de recul sur est-ce qu'ils étaient bons ou pas, mais par contre, ça peut vous donner une idée sur qui intervient aujourd'hui sur les cités éducatives. Ça, c'est des choses qu'on peut communiquer. Alors, je ne les mettrai pas dans un document public, mais par contre, via la boîte cité éducative, c'est des informations qu'on peut vous donner sans problème. Voilà, quels sont les évaluateurs qui interviennent sur les cités éducatives, que ce soit par contre des cabinets, enfin voilà, des laboratoires universitaires, des associations. Voilà, on a un peu répertorié tout ça, si ça vous intéresse. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose qu'on reprenne la suite du webinaire. Je vais prendre le PowerPoint. Pardon, nous en étions donc ici. Et prospère. Ah, oui, pardon. Alors, je suis désolée, c'est plus mon ordinateur, je suis un peu perdue. Je vais y arriver. Voilà, présentation. Je pense que là, ça doit être bon. Est-ce que j'arrive à me mettre en diaporama? Ok, c'est bon. Donc, dans le guide, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé, nous, en 6 parties, le, le guide d'accompagnement. C'est un séquençage qui est complètement arbitraire de notre part, qui est issu voilà, des observations qu'on a vues. Il n'a pas de prétention scientifique et il a sûrement des défauts. Mais ça nous permet en fait derrière enfin, ça devrait vous permettre de sélectionner en fait des problématiques qui vous intéressent plus ou moins en ayant voilà, ces 6 séquences qu'on a voilà, délimitées pour construire globalement une évaluation.
Je vous propose en fait de revenir rapidement sur ces 6 étapes et les pratiques et les outils qui voilà pour vous permettre de mieux en fait exploiter ce guide une fois que vous l'avez entre les mains. Donc je vais pas revenir en détail en lecture de tout le guide, mais par contre voilà, je vais refaire des points spécifiques et surtout vous montrer dans la boîte à outils ce qui peut correspondre, ce qui peut éventuellement alimenter vos réflexions. Donc sur les 6 étapes qu'on a délimitées, nous, il y a d'abord le fait de préparer collectivement le cadrage de l'évaluation. Comme le disait Madame Dridri, pour nous, ça c'est un point qui est essentiel, je vais y revenir. Mais un point qui est essentiel pour vous, pas pour nous en fait. Sur le fait de clarifier et de définir les questions évaluatives ensuite. Puis bien entendu, une fois qu'on a construit des questionnements qui sont structurants, il faut formaliser une méthodologie de réponse qui est adaptée. Après, il y a toute la question du recueil des données pour y répondre. Ensuite, de procéder à leur analyse dans un 5e temps, et enfin, éventuellement, de formaliser l'évaluation et des préconisations, le cas échéant. En sachant qu'il faut différencier la formalisation des résultats évaluatifs et la question de formuler des préconisations. Ce sont 2 choses différentes à avoir en tête. Et par exemple, quand on fait appel à un tiers externe, on peut tout à fait s'arrêter au fait de leur demander de procéder à une analyse de résultats, mais de ne pas aller jusqu'à la préconisation et aux enjeux qu'on peut en tirer ou le faire au contraire pour pouvoir le mettre en débat. Ça, c'est des enjeux intéressants qu'on abordera à la fin, j'espère, si j'ai le temps. Donc d'abord, étape 1, préparer collectivement la phase d'évaluation de la cité éducative. Là, on a 4 points que je voulais rappeler qui sont importants. Il y a d'abord associer les membres de la gouvernance, s'interroger sur la place du CPO, associer les partenaires et ou les publics de la cité éducative à cette préparation collective de l'évaluation, et bien entendu, ensuite la question du choix de l'évaluateur. Sur le fait d'associer les membres à la gouvernance, la cité éducative le rappelle à avoir là, notamment éventuellement pour convaincre les autres membres de s'impliquer dedans. Parce que je ne dis, voilà, ça peut être aussi ça, parfois la problématique, c'est que la cité, elle repose sur le label, en fait, sur un partage de décisions qui est en rupture avec le modèle hiérarchique commun, on va dire, et le fonctionnement en silo. Mais c'est également un partage d'objectifs communs. Donc, ça veut dire qu'on a ce rupture dans le système, dans le système de décision, mais également dans les objectifs. D'où l'importance, en fait, derrière, que la Troïka elle soit présente tout au long de l'évaluation, parce que les objectifs sont communs et on a besoin d'un suivi avec un regard qui est contradictoire des membres de la Troïka, de façon à ce qu'au moment où vous allez poser vos objectifs communs et que vous allez interroger la réponse apportée à ceux-ci, tout le monde, voilà, soit partie prenante de. Sur la place du CPO, il y a un encart spécifique dessus, mais voilà, on vous invite à bien la réfléchir de façon à être au clair en fait jusqu'où il doit s'impliquer, quelles vont être ses missions dedans, pour aussi ne pas se retrouver déconnecté de l'évaluation, notamment en tant que membre de la gouvernance, avec voilà un CPO qui se retrouve à porter quelque chose qui est quand même très ambitieux, parfois, on va dire, ça peut arriver un peu seul, alors qu'en fait c'est un sujet qui doit vraiment concerner l'ensemble des pilotes de la cité éducative. Donc ça, c'est un petit point de vigilance pour nous. Voilà, déléguer, c'est bien. Le CPO, il est en général effectivement souvent là pour porter aussi voilà, cette opérationnalité de l'évaluation, on va dire. Mais attention non plus à ne pas se retrouver avec quelqu'un qui se retrouve un peu seul Oui. sur le sujet. Salut, ça va? Oui, Euh, ça va. je- Ouais, Euh, Enfin, sur associer les partenaires et les publics de la cité éducative, euh, ça, on va voir après, c'est possible de les associer à différents niveaux. On vous dit pas forcément, voilà, dès le début, qu'ils construisent avec vous les questionnements évaluatifs, même si c'est tout à fait possible. Donc ça, on vous donne des exemples de pratiques, je vais en montrer après. Et ensuite, sur le fait de choisir un évaluateur, là-dessus, on est rentré un peu plus dans le détail, dans le guide, en essayant de vous expliquer, enfin de vous donner de la visibilité, pas de vous expliquer, mais de donner de la visibilité sur les différents types d'évaluateurs qu'on peut retrouver dans les cités éducatives, leur positionnement, les avantages, les contraintes en fait d'aller avec l'un, avec l'autre. Par exemple, si vous allez avec un laboratoire universitaire, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un niveau d'évaluation avec, on va dire, une lecture scientifique qui va être extrêmement poussée avec ça peut aller jusqu'à voilà interroger vraiment l'impact, ce qui est une notion qui est quand même très complexe, l'impact. Mais par contre, le laboratoire universitaire, souvent, il a son propre calendrier, il a ses propres enjeux qu'il veut suivre en priorité. On a vu des cas voilà où parfois c'était pas tout à fait en lien au final avec les besoins du comité de pilotage de la cité éducative, ce qui était produit. Donc voilà, donc ça peut être un très intéressant, mais aussi voilà avoir des contraintes. De même que
Un cabinet externe, ça peut, voilà, il y a ce côté où on est, voilà, avec une prestation, voilà, qui peut, voilà, être un peu, on va dire, débitée, voilà, sur facture, etc. Mais l'avantage, c'est que ça peut aller vite dans le temps, par contre. Ça peut permettre de cibler spécifiquement des questionnements, voilà, et de cadencer un peu plus l'évaluation, tout en même temps en ayant ce risque que ça n'aille pas assez loin. Parce que, voilà, sur cet aspect notamment d'aller loin dans l'exploration des résultats, parfois les cabinets, on voit que, voilà, en fonction de leurs ressources et de leur, et comment dire, et de l'expertise qu'ils ont, ils vont pas pouvoir aller parfois aussi loin qu'on le souhaiterait, ou ça va s'arrêter un peu tôt. Donc ça, typiquement, c'est deux exemples, mais il y en a plusieurs autres dans le guide. Donc n'hésitez pas à parcourir ça. On essaye, voilà, de vous illustrer un peu ce qu'on a répertorié là-dessus, sans dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre. Par contre, ça c'est important. Voilà, ça dépend aussi de l'évaluation que vous allez mettre en place, des besoins que vous aurez déterminés. Donc il n'y a pas un évaluateur qui est meilleur qu'un autre. Par contre, il y a une chose pour nous qui nous semble importante, c'est la question du regard externe. Euh, le- il faut que vous ayez un moment un regard extérieur qui vient interroger ce qui se passe dans la cité éducative d'un point de vue évaluatif. C'est-à-dire que un moment, il faut qu'il y ait un expert, voilà, qui soit mobilisé et qui va instaurer en fait un regard neutre et distancié sur ce qui se passe dans la cité. Euh, à ce niveau-là, la question de c'est pas forcément pendant toute la période d'évaluation, ça peut être à un instant T. Voilà, il y a plein de façons. Ça, on rentre aussi dedans sur voilà ces avantages et ces inconvénients, notamment de l'évaluation interne-externe. On peut avoir en fait un schéma mixte dans lequel on va jusqu'à un certain point mener l'évaluation en interne et à un moment faire intervenir un partenaire externe qui peut donc être un partenaire de nature variée, qui va apporter un regard plus neutre et plus distancié, qui va alimenter l'évaluation, vous permettre éventuellement de reprendre la main, mais en tout cas, cette question du regard externe, elle est vraiment très importante pour la qualité de ce que vous allez produire et même pour que ça serve à la cité éducative. Maintenant, je vais vous montrer sur cette première étape de préparer collectivement la phase d'évaluation quelques pratiques qu'on a répertoriées, qu'on a trouvées intéressantes. Il y en a beaucoup dans la boîte à outils. Je vous montre à chaque fois juste quelques exemples de ce qu'on a répertorié. C'est pas exhaustif, donc n'hésitez pas à les réexplorer. Mais par exemple, sur la question d'associer les partenaires et les publics à la cité éducative, euh, hop, voilà. On a répertorié une dizaine de pratiques euh, qui sont que ce soit les associer en amont de l'évaluation, associer des partenaires pendant l'évaluation, en associer à l'issue de C'est quoi l'évaluation. le haut-parleur qu'il faut que je Voilà. mette? Hop, je fais le son, prendre le son. Non, voilà. Euh, Donc voilà, donc là typiquement je vais vous en montrer une, là c'est consulter directement les acteurs de la cité pour définir les questions évaluatives. C'est la concertation élargie. Donc là voilà, on vous illustre ici, vous pourrez aller, je vais pas m'attarder dessus dans le contenu, hein, mais voilà, par exemple voilà, on a relevé cette pratique sur voilà, consulter directement les acteurs de la cité éducative pour définir les questions en concertation élargie. Je vais revenir juste sur la slide d'avant, mais voilà, donc c'était la numéro 5 en amont de l'évaluation. Mais ça peut être pendant l'évaluation, voilà, mobiliser à travers le suivi des actions, par exemple, ou en organisant un séminaire d'analyse partagée. Et ça, typiquement, pour le séminaire d'analyse partagée, on a les outils qui ont été créés par le cabinet Kea Helios qui peuvent, euh, qui peuvent vous servir. Euh, Ensuite, autre type, là c'est un outil, c'est un barème de notation pour le choix d'un évaluateur. Si imaginons, pardon, vous mettez en concurrence différents évaluateurs. Là, on a relevé cet outil qui peut être complètement repris, adapté, voilà, c'est vraiment libre de droit, qui peut vous aider en fait à vous dire est-ce que les cabinets que j'ai en face de moi pourront mener l'évaluation de ma cité éducative? Est-ce qu'ils ont voilà l'expertise, l'expérience, les compétences nécessaires? On a un peu modifié ça pour que ça corresponde aux cités éducatives. C'est des documents voilà, qu'on a trouvés, qu'on a réajustés, mais vous-même, vous pouvez les réajuster. Et donc, typiquement là, voilà, compréhension des enjeux que vous leur avez exprimés, proposition de méthodologie qui est adaptée, l'organisation du travail qui est proposée, essentielle. Voilà. Donc, vous pourrez explorer ces documents, ils sont dans la boîte à outils. Je prendrai les questions pour information s'il y en a, parce que là, je ne vois pas bien le chat avec mes différents écrans là. Mais à la fin, j'essaye de garder un temps pour qu'on puisse aller sur les questions. Là, je vais passer donc à l'étape 2 après avoir essayé de préparer voilà, collectivement notre évaluation. Maintenant, on va essayer de délimiter, clarifier, définir les attendus de l'évaluation. Alors là-dessus, pour les attendus de l'évaluation, le premier point, vraiment, c'est la question du diagnostic.
C'est un sujet auquel j'apporte une importance qui n'est pas démesurée et où voilà, je invitez vraiment, parce que j'ai pas de doute que si vous êtes là, pour vous, le diagnostic est un sujet, mais invitez vraiment vos acteurs, voilà, toujours se remobiliser sur ces questions de diagnostic, parce qu'en fait, c'est ce qui fonde l'action derrière ces enjeux de diagnostic. Donc, il faut qu'ils soient d'une grande qualité, les diagnostics desquels vous allez démarrer votre cité éducative. Et par ailleurs, l'évaluation, elle va forcément démarrer également de ces diagnostics. Donc, il faut le repositionner le premier diagnostic. Ça veut dire celui que vous avez fait au moment où vous avez lancé la cité ou par exemple là, une fois que vous avez terminé un premier cycle évaluatif, vous en relancez un. Il faut que le diagnostic soit repositionné, soit réinterrogé. Euh, En fait, on revient sur les motivations profondes du projet à ce moment-là et ça permettra ensuite d'analyser vraiment la pertinence et l'efficacité de la mise en œuvre des axes au regard des besoins du territoire et des publics. Euh, alors ensuite, nous, on a un avis sur ce qu'est un bon diagnostic, mais il est, voilà, pareil, tout à fait arbitraire, mais pour nous, un bon diagnostic, c'est un diagnostic avant tout qui est partagé. Il va permettre en fait aux acteurs de l'alliance éducative de se forger une lecture stratégique des enjeux sur un territoire donné. Et là, je parle vraiment de lecture stratégique. C'est-à-dire qu'un diagnostic, c'est pas juste des chiffres qu'on regarde et on se dit on part de là. Un diagnostic, à un moment, c'est quelque chose qui va ensuite poser un questionnement et un objectif. Parce qu'en fait, derrière, c'est ce qui va créer l'objectif. Donc, il y a vraiment cette lecture stratégique. Par exemple, si je ne fais que récolter sur mon périmètre, sur mon quartier prioritaire, la parole des habitants et des acteurs locaux, on va dire, enfin voilà, des associations qui sont là au quotidien, vous n'avez pas une lecture qui est complètement stratégique parce que dans ces cas-là, il vous manque quand même où se positionne le territoire. Ce QPV que vous avez interrogé, il existe dans un schéma de territoire. Et sur ce schéma de territoire, il y a d'autres diagnostics. Il y a les diagnostics de la CAF, par exemple, dans la CTG, il y a les diagnostics du contrat de vie, etc. Pensez à toujours, en fait, aller croiser les informations de diagnostic, en fait. C'est important parce que sinon, vous n'interrogez, en fait, enfin, derrière, pour construire vos objectifs, vous n'avez interrogé qu'une partie de la question, en quelque sorte. Euh, le partage par ailleurs du diagnostic, il peut se faire à plusieurs niveaux. Il y a la question de la collecte des données et ensuite de l'analyse. On peut imaginer par exemple dans la collecte des données d'être très large et d'aller demander assez largement. Voilà, est-ce que l'ensemble des acteurs concernés participent? Et après ensuite dans l'analyse, voilà, on se repositionne sur les besoins prioritaires qui sont identifiés dans cette collecte de données, etc. Aux besoins avec un cercle plus restreint. Mais voilà, mais c'est vraiment important de voilà, repositionner son diagnostic dans le cadre de l'évaluation. Voilà, voilà. Euh, On vous redonne dessus voilà, un certain nombre d'indications dans le guide, n'hésitez pas à aller les voir. Là, ce que je voudrais vous proposer ensuite, c'est vous montrer dans le cadre des travaux qu'on a menés avec le cabinet Le Chanel Roseau national sur un référentiel d'évaluation, on a travaillé sur un outil d'autodiagnostic qui a été donc proposé, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu. Cet outil nous paraît très intéressant, notamment pour se repositionner. Quand on parle de repositionner pardon, le diagnostic initial, ça, c'est un outil parmi d'autres que là, je vais vous montrer pour montrer comment il fonctionne rapidement, qui peut vous servir. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre celui-là. Il y en a plein d'autres. On peut faire, pour faire un diagnostic, on peut aussi, par exemple, repartir des enjeux cartographiques. Il n'y a pas forcément que là, voilà, il y a plein de façons de faire. Et dans la boîte à outils, on vous en remonte. Donc sur l'outil qu'on avait travaillé avec le Chanel Roseau notamment, donc c'est vraiment un outil d'autodiagnostic qui va permettre sur différents axes prioritaires de la cité éducative de se dire est-ce qu'on a besoin de peut-être se remobiliser un peu plus, est-ce que ça se passe bien ou est-ce qu'au contraire ça se passe même très bien, on est en amélioration continue, voilà. Vous voyez en bas cette petite échelle graduée qui dit voilà la cité éducative elle a besoin d'une impulsion générale, là c'est pas le sujet, on est très fort. Par contre, après, la cité, elle a besoin d'une impulsion que sur quelques sujets, ou alors ça fonctionne plutôt bien, ou alors même ça fonctionne très bien. Et ça, ce travail-là, par exemple, avec ceux de le Chanel Roseau a fait un gros travail d'accompagnement. On vous explique comment utiliser ce diagnostic, comment le passer avec un public même très élargi, si vous voulez vraiment associer largement les acteurs à celui-ci. Voilà, et ils ont fait un super boulot, voilà, pour expliquer comment s'en servir et comment aussi repositionner les réponses que vous en tirerez dans voilà le cadre de votre cité éducative. Voilà, donc là, on voit les 9 axes qui sont interrogés dans ce diagnostic, mais vous pouvez très bien mettre d'autres axes. Là, je vous montre juste une première slide qui vous illustre en fait voilà, cet outil d'autodiagnostic. Vous avez en haut cette fameuse graduation, on va dire, qui va du rouge au vert pour dire on s'en sort
c'est compliqué ou on s'en sort plutôt bien. Et après, voilà, différents critères, enfin voilà, ou axes importants de la cité éducative, que ce soit voilà, voilà, établir une gouvernance équilibrée, inclusive de tous les acteurs, encourager les coopérations, et l'articulation interpartenariale. Donc voilà, et donc là-dessus, vous allez pouvoir, avec vos acteurs, cocher en fait et repositionner en fait votre diagnostic. D'où on part? Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on part de là? Est-ce que ça, c'est peut-être un sujet de débat, éventuellement? Et en plus, le Chanel Roseau a fait des propositions d'indicateurs, alors qui sont pas exhaustifs du tout. C'est ce que vous voyez dans l'avant-dernière colonne. Et donc, pour les 9 axes, comme ça, à chaque fois, vous avez une feuille qui va voilà, décliner une série de sous-axes que vous pouvez réinterroger. Vous pouvez ne conserver que ce qui vous intéresse, vous pouvez complètement le modifier. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut vous servir notamment pour faire une participation large. Ça peut être assez intéressant. Ou pas, d'ailleurs. Ça, c'est à choisir. Dans les pratiques inspirantes que j'évoquais, il y a aussi tous les enjeux de cartographie quand on veut repositionner son diagnostic. Alors là, nous, on vous a mis plein d'exemples. Je sais plus combien il y en a, mais on en a au moins 6 ou 7 dans la boîte à outils. Je vais vous en montrer là qu'une ou deux. Donc c'est par exemple la pratique numéro un, c'est représenter l'écosystème éducatif du territoire. Donc là on le voit, c'est très à plat, mais ça permet voilà d'avoir tout le monde et de savoir qui est là. Voilà, c'est un état des lieux, c'est une photographie, c'est nécessaire. Dans la pratique suivante que j'ai sélectionnée, là par contre on est sur pas une photo à plat, on va dire, mais plutôt rendre compte des liens existants. Donc là on est sur un autre type de cartographie avec un sociogramme en fait, voilà, qui va définir les liens entre chaque acteur, où est-ce qu'ils se recoupent, ou qui peut vous amener aussi à voir où se prend la décision, par exemple. Donc, voilà, donc ça c'est assez intéressant comme pratique aussi. Voilà, là on voit bien le croisement avec la troïka et après de qui, enfin qui est rattaché à qui, par quel acteur on récupère qui. Par exemple, là on voit que la région au final c'est vraiment par le lycée qu'elle intervient, les départements vraiment par les collèges. Voilà, et on voit des sujets qui apparaissent également, la jeunesse, la petite enfance, voilà. Il y a plein de façons de faire des cartographies. Là, par exemple, c'est encore une autre, c'est pour rendre compte d'un réseau émergent. Alors, celui-là est particulièrement complexe. J'ai bien un peu de temps à le comprendre et à le lire, donc je n'aurai pas la prétention d'expliquer exactement cette cartographie. Mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment illustrer un réseau d'acteurs. Donc après, avec un expert qui vous explique, ça peut être extrêmement enrichissant d'être capable d'aller sur ce type de lecture. Euh, Ensuite, sur délimiter enfin, deuxième partie, après avoir repositionné le diagnostic. Euh, donc, on a, pardon, j'avance. Voilà, on est sur la question du choix des critères évaluatifs et de formuler des questions. Alors, avant même de définir les questions évaluatives, il est important de préciser les attentes en fait relatives à l'évaluation externe ou même interne d'ailleurs, et le type de démarche qu'on va en fait que l'on souhaite considérer en fait va entre mise en œuvre ou effet. C'est-à-dire qu'en gros, sur l'évaluation, il y a la question par exemple d'aller sur la mise en œuvre ou les effets de la cité éducative, de mieux les comprendre. Et donc, est-ce que par exemple on veut avoir une évaluation externe qui va démarrer dès le lancement de la cité pour accompagner sa mise en œuvre, en gros. Ou est-ce qu'on a une évaluation qui va venir juste considérer si les effets et les objectifs y sont atteints à la fin? Donc c'est un peu le fameux voilà évaluation itinérée ou pas, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Et là, il y a plein de méthodes en fait. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on vous accompagne tout du long, typiquement, donc il y a l'évaluation itinérée, et puis dedans, il y a d'autres types d'évaluations qui peuvent être mobilisées. Euh, Si vous êtes plutôt que sur la fin, vous voulez voilà une analyse de fin qui reprend bien entendu depuis le début. euh, en- y- Vous pouvez avoir différentes méthodes qui peuvent s'appliquer. Donc des méthodes de comparaison avant-après, des mesures d'impact social. Voilà, il y a pas que l'évaluation itinérée, il y a plein de choses. Donc ça, pareil, on vous donne un peu plus de visibilité dans le guide là-dessus. Enfin, on essaye en tout cas. Je vous donne pas, on essaye. Euh, Ce qu'il faut avoir en tête sur la question du choix et de la formulation de questions évaluatives, c'est que on est sur des enjeux éducatifs qui sont très complexes, avec des ramifications qui sont vraiment très denses. Et donc, élaborer une question évaluative qui est précise, c'est hyper compliqué. Et ça, on a tous conscience. Surtout pour que derrière, on puisse apporter en fait des réponses qui ont un sens, d'autant plus. C'est-à-dire qu'on a une question, mais surtout que la réponse derrière, elle est quand même un minimum de sens, quelle que soit la réponse. Euh, Ça, c'est vraiment important. Et le... là-dessus, il faut avoir en tête qu'une question,
quand si vous allez jusqu'à la réflexion sur les questions évaluatives. Parce que là, je dis ça parce qu'il y a des cités éducatives qui souhaitent parfois définir elles-mêmes les questions évaluatives. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire à un partenaire extérieur ou un prestataire, formulez-moi des questions évaluatives, mais il y en a qui font aussi le jeu d'aller s'interroger sur ce qu'ils veulent évaluer dans la cité éducative. Et donc là, ça devient un peu technique, donc je vais essayer de ne pas effrayer. Mais on vous a mis dedans notamment dans le guide, j'entends. Alors pardon, ça ne marche plus en fait, je me rends compte. Pardon, j'ai une PowerPoint qui bug. Alors, voilà. Dans le guide, pour construire un questionnement évaluatif, on a fait un schéma qui fait peur quand on le voit la première fois, je pense, mais qui a le mérite d'expliquer les différents critères sur lesquels on peut baser une évaluation. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va chercher à mesurer, par exemple, l'efficacité d'une action. Donc ça veut dire qu'en fait, entre les objectifs et les résultats, on va vouloir mesurer l'efficacité entre les deux. Euh, je vais passer la slide suivante, sera peut-être plus clair, mais voilà. Donc, formuler la question évaluative. En gros, les exemples de formulation derrière, en fonction du fameux critère évaluatif dont je parlais, efficacité, utilité là, on va avoir différentes formulations dans quelle mesure, de quelle façon. Voilà. Et donc, ça, c'est pas le sujet le plus simple, mais il y a des acteurs, j'ai eu des sites éducatifs qui m'ont dit qu'elles ont fait. C'est les slides. Ah, c'est ça qui est visible. Ah, d'accord, donc ouais, ok. Pardon, on vient de m'informer qu'en fait, j'ai pas du tout projeté la bonne image. Je sais pas. Attendez, je vais regarder. Hmm. Si je projetais le. Moi, j'étais avec le texte un peu technique. C'est ça qu'il faut que je projette? Ok, d'accord. Là, je pense que c'est bon. J'espère. Bon, on va y arriver. Un peu Euh, petit. Ça tombe bien, c'était au moment vraiment le. Donc là, ça doit être un peu plus grand. Désolée si j'espère que vous avez pu voir quand même ce que je montrais avant. Euh, Donc, le sujet est complexe, on est d'accord. Donc là-dessus, c'est pas moi qui ai rédigé cette partie. Je dis ça parce que c'est une partie qui est complexe pour moi également. Je me l'approprie là au fur et à mesure. C'est voilà, une personne de notre équipe, c'est Nina Loga, qui s'est vraiment investie là-dessus pour essayer de faire en sorte que dans le guide notamment, ce soit très clair. Euh, et d'essayer de vous expliquer si vous voulez aller sur ces questions, sur formuler des questions évaluatives, de comment on formule des questions et ce qui est important et comment on le fait. Donc je vais pas trop rentrer ici, mais éventuellement s'il y en a qui veulent témoigner après sur ce sujet, ce serait intéressant. N'hésitez pas. Euh, Là, ce que je voudrais juste terminer par dire, c'est que le nombre de questions évaluatives est laissé à l'appréciation de chaque cité. Nous, on vous dit pas qu'il faut que vous ayez deux questions, par exemple une qui évalue la coopération, une qui évalue, je sais pas, un objectif spécifique. Vous décidez de votre évaluation. Euh, euh, Formaliser une méthodologie de réponse adaptée, c'est la troisième étape. Donc, c'est une fois qu'on a posé donc on a repositionné notre diagnostic, qu'on regarde ce diagnostic, on a comment formuler des questions évaluatives notamment. Maintenant, c'est comment on va répondre à ces questions évaluatives. Donc, pour ça, les deux étapes notamment, c'est quand même vraiment de mettre en place une équipe d'évaluation et d'élaborer un calendrier d'évaluation. Euh, Idéalement, l'équipe d'évaluation étant la plus participative possible pour que voilà, ce soit le plus constructif aussi. Et puis un calendrier surtout qui soit réaliste au regard des possibilités, enfin, de la troïka, des moyens, des ressources, de l'évaluateur aussi qui sera appelé. Donc là, je vais juste vous montrer quelques exemples de pratiques qu'on a répertoriées pour mettre en place une équipe d'évaluation qui nous paraissait intéressante. Notamment, par exemple, voilà, de constituer un groupe technique de suivi qui intervient aux différents stades du processus évaluatif. Voilà, ça permet en fait de savoir qui, au niveau de ce suivi de l'évaluation, est impliqué. C'est dès le début en fait. Donc ça évite qu'après on ait ces questionnements qui arrivent. Et surtout à quel moment ça va être mobilisé pour qu'on ne soit pas juste dans une attente de se dire on se fait une réunion toutes les 3 semaines, mais en fait est-ce qu'il y aura quelque chose à se dire toutes les 3 semaines ou ou plus, voilà, ça peut être important. Là, par exemple, pour penser une gouvernance qui est élargie et fédératrice sur l'évaluation, la cité éducative, bon, c'est Nanterre, euh, a en fait trois instances. Une instance de pilotage de l'évaluation, une autre qui fait vraiment la production du recueil des données et un peu d'analyse de l'information,
et puis une instance de concertation des habitants. Voilà, et donc ils se sont mis au clair sur ça pour que comme ça, dans le temps, ils vont suivre la démarche d'évaluation avec voilà ces trois instances qui vont venir voilà participer et encadrer l'évaluation. Donc voilà, il y a quelques pratiques qui vous sont illustrées sur la question de la gouvernance et de mettre en place une équipe d'évaluation. On peut aussi, par exemple, distinguer, pour s'aider sur cette question voilà, de l'évaluation, dans le calendrier, distinguer les temps de travail qui vont être en chambre, les réunions, l'animation. Donc là, par exemple, on a un calendrier global, un exemple de l'évaluation à mi-parcours. Donc là, vous voyez, ils ont vraiment fait une flèche du temps pour dire voilà comment ça va se passer. Voilà les moments où on sera plutôt sur du travail en chambre. Donc vous avez la petite légende en bas qui l'explique. Les moments où on aura des réunions, des comités, c'est prévu. Notamment si vous faites appel à un partenaire extérieur, voilà, pensez à bien définir ce genre de choses pour pouvoir vous projeter et puis savoir quand est-ce que vous aurez des rendus. Euh, Là, c'est encore un calendrier qui prévoit les temps de collecte des données et de restitution des travaux. Voilà, c'est un planning qui est assez technique sur la collecte en fait. Notamment voilà savoir à quel moment on aura une réunion, une évaluation. Voilà, ça peut servir si à un moment vous dites est-ce que par exemple mon partenaire qui me propose un calendrier ça me convient. C'est des exemples de calendrier pour peut-être vous permettre de comparer un peu qu'on a trouvé intéressant. Je vais faire une micro-pause maintenant parce qu'il reste encore trois étapes. Je vous propose de peut-être faire un... Je vais arrêter le partage 2 minutes pour voir les questions dans le chat. Parce que on utilise toujours un peu sur l'évaluation. Alors, à part les questions sur le plein écran. Ouais. Donc, je vois qu'on est quand même encore 92 participants, donc je pense que tout le monde n'a pas encore lâché prise, ça va. Est-ce qu'éventuellement il y a des gens qui ont des questions, qui veulent intervenir dès maintenant? N'hésitez pas. Voilà, s'il y en a pas, c'est pas grave non plus, vous inquiétez pas, mais c'est juste que je voulais pas. Je vérifie. Je vois pas de questions, donc je vais reprendre. Je vais essayer de partager le bon. Sur ce, parce que c'est ça. Hop, oui, c'est bon. Donc sur la question du recueil des données. Euh, Là-dessus, alors, il faut définir effectivement la nature des données qui vont être à mobiliser. Donc là, on a bien entendu la question des données quantitatives et puis des données qualitatives. Donc en gros, c'est les deux types de données qu'on peut avoir. Euh, Là-dessus, on vous redonne des éléments un peu dans le guide sur la nature des données si ça vous intéresse. Néanmoins, on s'attarde plutôt, nous, dans le guide, sur comment recueillir ces données, en fait. Ou les modalités, pas comment, mais les modalités de recueil. Dans le sens où un des points qu'on vous invite fortement, c'est à regarder l'existant avant d'aller vouloir recueillir de nouvelles données. C'est-à-dire que, notamment, la plupart des sites éducatifs sont quand même là déjà lancés depuis un moment. Donc voilà, avant de chercher à produire des nouvelles données, par exemple, via des questionnaires, via voilà, de l'exploitation d'une base de données très complexe, n'hésitez pas quand même à regarder déjà ce que vous avez en stock parce que ça peut être très fastidieux, ça peut être un gros coup d'entrée. Alors nous, on vous donne dans la boîte à outils des modèles d'enquête que vous pouvez passer auprès des professionnels ou auprès des enfants même et des jeunes. Voilà, enfin, c'est des modèles. Alors après, pareil, c'est à vous de vous en saisir si vous intéresse et de les faire évoluer. Mais voilà, et donc nous on trouve ça intéressant parce que par exemple sur les enjeux de participation et puis de recueillir par exemple de la donnée qualitative, les enquêtes c'est extrêmement intéressant. Mais d'un autre côté, il faut aussi voilà, s'interroger sur qu'est-ce que j'ai déjà parce que c'est extrêmement fastidieux quand même de faire ça. Surtout par exemple si ça ne repose que, imaginons, sur une personne. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, on peut comme ça avoir des modalités de recueil qui peuvent reposer sur plusieurs personnes. Vous pouvez avoir par exemple un prestataire d'évaluation, je sais pas, qui va être sur un certain nombre de recueils d'indicateurs très quantitatifs et puis considérer qu'en fait, vous en interne, vous allez aller chercher de la donnée un peu plus qualitative. Et donc là, vous pouvez par exemple aller utiliser notamment les outils qui sont proposés dans la boîte à outils. Donc là, je parlais des enquêtes, mais il y en a d'autres aussi pour recueillir de la donnée qualitative. Par exemple, l'évaluation d'action, typiquement. On vous donne aussi des exemples pour évaluer les actions dans la boîte à outils. C'est pareil, c'est les outils qu'on a construits avec le Chanel Roseau, ceux-là. Donc voilà, donc ça peut vraiment être des ressources intéressantes. Néanmoins, ça demande quand même des coûts d'entrée importants. Donc voilà, réfléchir aux moyens et aux ressources pour construire son évaluation. Euh, le... Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on vous invite à avoir les deux. Je pense que s'il y a un principe de base important, c'est ayez du quanti et du quali.
c'est plus compliqué d'aller sur le quali, mais vraiment, c'est aussi ce qui va vous permettre de porter une appréciation à la fin sur des résultats, enfin, on va dire des analyses que vous aurez eu peut-être à plat. Donc, voilà, ne faites pas l'impasse sur la question d'avoir notamment des données qualitatives, même si elles sont parfois plus délicates et complexes à utiliser. On vous invite vraiment à aller dessus. Euh, je fais un petit focus sur la question d'évaluer la coopération, dans le sens où c'est vraiment important dans la cité éducative d'interroger la dynamique partenariale qui est instaurée sur le territoire par la cité. Voilà, enfin, c'est même essentiel. Donc vraiment, il faut aller un moment sur le sujet de la coopération. Là-dessus, dans les exemples de pratique, il y a les cartographies. Alors j'en ai montré au début, mais donc il y en a plusieurs qu'on a répertoriés. Voilà, évaluer la coopération, l'un des points de départ, quand même, ça peut être ces cartographies qui peuvent être évolutives en plus, enfin, vous permettre de constater des évolutions qui peuvent être très intéressantes et assez accessibles quand même comme outil. Une fois qu'on a fait la première, après, voilà, de la recommencer. Euh, voilà, ça permet quand même d'interroger la nature des liens, par exemple, enfin ça peut, ou des relations existantes, voilà, ça peut voilà, aller plus loin que juste dire qui est là, mais également comment ça se passe entre eux. Donc dans les exemples, voilà, après je vais vous montrer des exemples. Sur là, c'est donc l'évaluation des actions. Donc, je vais juste mis rapidement à l'écran, mais pareil, vous avez tout ça dans la boîte à outils très détaillée. Vous avez des ateliers d'évaluation d'action, et là, c'est détaillé, enfin, comment animer, en fait, cette évaluation d'action, avec tous les outils, avec les fiches pour poser les questions. Voilà. Ça, si vous avez des questions, on peut même vous remettre en relation avec le cabinet qui les a produits, il n'y a pas de souci. On vous met même dedans la charge de travail pour passer typiquement ces ateliers d'animation sur l'évaluation, avec voilà, une demi-journée pour organiser l'atelier, mobiliser les participants. On a essayé d'être assez, voilà, de détailler assez pour que vous ayez vraiment des outils très exploitables et qui peuvent être mis en place en externe comme en interne. J'arrive à la partie enfin la cinquième étape, pardon, sur le traitement et l'analyse des éléments recueillis. Donc, on a préparé collectivement notre évaluation. Ensuite, on a défini ses attendus. Après, on a formulé une méthodologie d'accompagnement, enfin de questionnement. Ensuite, là, on a recueilli les données et maintenant, on va traiter les données et les analyser. On est presque au bout. Il y a encore une étape après. Là, ce qui est important, c'est que le traitement des données collectées sur le terrain ne suffit pas à formuler un jugement de valeur. Et une évaluation, c'est un jugement de valeur. D'où le distinguo avec du suivi, par exemple opérationnel. Là, on va porter un jugement de valeur et pour ça, c'est vraiment nécessaire qu'à un moment, il y ait une exploration de la littérature scientifique existante. C'est vraiment le croisement en fait des données qui vont être récupérées avec des analyses contextuelles en fait qui existent déjà, qui va permettre de répondre aux questions évaluatives et à la fin éventuellement de proposer même des préconisations. Le simple traitement des données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, elle va pas suffire en fait à créer un jugement de valeur. Il faut vraiment qu'à un moment l'évaluateur s'appuie sur voilà, une littérature existante qui va correspondre au champ qui est évalué, hein. Ça va être de la sociologie de l'action publique pour la coopération, par exemple. Ça peut être de la sociologie des organisations, ça peut être de la psychologie, des sciences de l'éducation, voilà. Mais c'est important de vous repositionner parce que ça vous permettra vraiment aussi, voilà, d'avoir des conclusions plus intéressantes. Là-dessus, on vous a aussi répertorié des pratiques. On a vu qu'on trouvait intéressantes. Donc, par exemple, là, l'une des premières pratiques, c'est de structurer les réponses aux questionnements évaluatifs autour d'indicateurs. Voilà, donc voilà, il y a là, il y a deux types d'indicateurs, des indicateurs de contexte qui sont plus voilà plats, et puis des indicateurs de réalisation. Et voilà, il va y avoir un croisement, mais ensuite voilà, on structure la réponse au questionnement avec ces indicateurs, et ensuite après bah on reprojette ça avec une littérature ou une comparaison plus vaste pour voilà aboutir à des conclusions et des résultats euh, important. On peut aussi nourrir l'évaluation au-delà des indicateurs par une approche comparée. Là, pareil, c'est assez complexe, mais voilà, là, on a une analyse, des analyses factorielles, en fait, qui permettent de repositionner ce qui se passe dans la cité éducative, en fait. Euh, donc, je vais pas rentrer dedans parce que c'est pas l'objet aujourd'hui d'entrer dans ces explications-là. Mais néanmoins, c'est pour vous montrer les illustrations que vous pouvez trouver dedans qui vont parfois très loin. On a des choses très simples dans les pratiques et outils, il y a des choses beaucoup plus complexes, mais qui, je pense, peuvent alimenter certaines personnes qui, voilà, cherchent à aller sur des niveaux de lecture. Étape 6, c'est la dernière. Rédiger, valoriser les résultats et formuler des préconisations. Alors,
Nous, on a un parti pris au niveau national sur la question de la rédaction des résultats, c'est qu'il faut nécessairement un bilan final écrit. Euh, les résultats de l'évaluation elles peuvent être restitués de plusieurs façons. On peut avoir des restitutions qui peuvent être écrites, qui peuvent être orales. Ça peut être à plusieurs moments de la vie de la cité. On peut considérer que on va avoir une évaluation dans le temps qui va dire chaque année, en fait, on refait un point et puis on va faire un état des lieux de ce qui se passe. Mais à la fin, il faut que vous ayez une rédaction obligatoire. Enfin, je veux dire, il faut que vous ayez un écrit qui vous permette de vous dire on a la fin de ce processus évaluatif ou en tout cas à un moment que celui-ci soit posé, si même après vous reprenez un nouveau cycle d'évaluation. Euh, Nous, ça nous paraît vraiment essentiel, voilà, qu'il y ait un rapport final avec des éléments qui vont être relatifs à la façon dont l'évaluation a été organisée, qui vont être relatifs à sa mise en œuvre, voilà, les leviers, les difficultés, les biais qui ont été rencontrés, et puis bien entendu les résultats, en particulier les réponses aux questions que vous vous êtes posées au début. Ça, c'est quand même vraiment crucial. Donc ça, voilà, ne faites pas l'impasse sur la question d'avoir bien un moment une notion écrite. Euh, En plus, ça vous permet souvent d'avoir comme ça à la fin, voilà, des illustrations en fait, ce qui s'était passé dans votre cité avec des analyses, des verbatims, voilà, qui peuvent faciliter aussi après d'aller sur l'enjeu des recommandations. Mais dans un premier temps, il faut surtout que vous ayez une rédaction des résultats pour pouvoir déjà les valoriser. Euh, et il faut que dans le contenu, notamment si vous faites appel à un prestataire externe qui vous fait ça, il faut vraiment que vous insistiez. Il doit vous rendre quelque chose qui est une présentation qui soit claire, qui soit accessible. Ça, c'est important que voilà que vous retrouviez pas avec en fait quelque chose à la fin où on vous a rendu un bilan, mais c'est inexploitable, quoi. Voilà, il faut que vous ayez un formalisme qui va mettre en avant, si vous externalisez ça en particulier, les points saillants, voilà, ce qui se passe dedans. Ça, c'est quand même vraiment essentiel. Euh, et après, dans cette partie-là, sur formuler des recommandations, euh, on peut aller jusque-là dans les résultats. On peut aussi imaginer que l'évaluation s'arrête aux résultats. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que là, on vous dit, il faut rédiger les résultats, il faut les valoriser. Et après, il y a, est-ce qu'on formule des recommandations pour la suite? Donc, on a émis un jugement de valeur au moment des résultats. La question, c'est est-ce que ce jugement de valeur, on s'en sert ou pas? Par nature, oui. En fait, dans la cité éducative, l'objectif, c'est que c'est un processus quand même d'amélioration continue. Donc, on va se servir des résultats pour formuler des recommandations. Mais c'est ce qui va orienter donc la suite du projet. Néanmoins, ça, c'est possible de le confier à l'évaluateur, d'identifier des préconisations ou des recommandations. Mais il faut donc faire attention parce que, comme je le dis là, ça va se différencier du résultat que vous allez avoir. C'est deux choses différentes d'avoir un bilan final qui répond aux questions qui ont été posées et qui donne les résultats, donc ce fameux jugement de valeur. Et c'est autre chose de faire des recommandations. Donc, notamment si vous l'externalisez, mais même pour même en interne, pensez à différencier ça. Parce que ce que vous pouvez mettre les deux en débat en plus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre en débat les résultats, le jugement de valeur qui est porté. Et sur cette base, aller sur des recommandations ou vous dire, bon, on a les résultats, ceux-là, on les remet pas en débat. Par contre, on va parler de préconisations qui nous ont été faites et ça, on va les mettre en débat. Voilà. Voilà. Souvent, c'est quand même plutôt le rôle des membres de la gouvernance d'aller sur la question de la formulation de recommandations. Voilà. Mais c'est pas absolu. Pensez néanmoins, voilà, à différencier ça dans votre compréhension du sujet parce que c'est ce qui va vous permettre quand même d'avoir une évaluation concluante, en fait, à un moment, c'est-à-dire qu'il y a eu un résultat. Peu importe ce qu'il apporte, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, que vous soyez satisfait ou pas, voilà, il y a eu un résultat qui est posé. Après, on va sur les recommandations et ce qu'on va faire ensuite. Et pour terminer, quelques pratiques. Donc là, par exemple, dans la formulation des préconisations, là, c'est vraiment pour vous illustrer enfin, voilà, des préconisations qu'on a trouvées voilà, assez claires. Là, c'était sur l'observation des réussites, des difficultés, des impacts observés. Voilà, donc là, on a des synthèses et des perspectives pour l'avenir. Et on voit bien les réussites, on voit bien les difficultés qui sont rencontrées, ont été rencontrées, pardon, les impacts notables qui ont été faits, et à la fin, des préconisations pour la suite. Donc là, vous voyez bien, on a la différence entre ce qu'on a observé et le jugement de valeur qui a été porté, et ensuite les préconisations. Et par ailleurs, les préconisations peuvent ne pas prendre en compte tous les résultats. On peut considérer qu'à un moment, il y a ce problème-là, mais en fait, on n'ira pas dessus, il est trop complexe. La cité, c'est pas, même si c'est un enjeu stratégique, la cité ne peut pas aller là-dessus. Je pense parfois à des problématiques de santé. Typiquement, on se dit là, on a un gros enjeu santé, mais en fait, la question du désert médical, on va pas pouvoir le résoudre tout seul. Donc en fait, les préconisations pour la suite, ça va pas être, voilà, ça va être, elle va falloir qu'elle soit réaliste en fait par rapport à la problématique qu'on a rencontrée. D'où cette question aussi de bien différencier.
Là, par exemple, on peut aussi formuler des préconisations à partir d'une approche, vous savez, c'est atout, faiblesse, opportunité, menace. Voilà, donc ça, pareil, c'est un exemple, je vais pas rentrer dedans, mais je pense que tout le monde a déjà une ou deux fois travaillé sur ce type d'outil. Et là, un autre, c'est savoir prioriser, valoriser les préconisations émergentes. Donc là, par exemple, il y a des pistes de travail et ils les ont classées. Voilà, et ils ont eu un débat sur ce classement pour la suite. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça peut être assez intéressant aussi de se dire c'est quoi les priorités qu'on se redonne à nouveau, au-delà de c'est quoi nos, voilà, nos enjeux. Je vais terminer juste en vous montrant la boîte à outils, à quoi elle ressemble très rapidement. Donc, vous avez le guide Agir, là, enfin le guide d'accompagnement. Dedans, vous pouvez cliquer quand vous l'avez en PDF, le lien fonctionne. On va vous renvoyer ce PowerPoint, bien entendu, vous y aurez accès. On a remis donc dedans les liens pour vers le guide et puis vers la boîte à outils. Elle est sur la grande équipe, la boîte à outils, dans le groupe Cité Éducative. Donc, il faut penser à avoir un accès grande équipe. Et donc dedans, je vous parlais des fameuses pratiques ou outils. Donc comme je vous disais, on a par moment la petite ampoule qui vous dit que c'est une pratique inspirante qu'on a notée chez des voisins, et sinon des outils. Et donc dedans, là par exemple, typiquement dans les outils, choisir son prestataire, c'est le fameux barème de notation que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un exemple. Mais ensuite, voilà, dans les pratiques inspirantes, on en a repéré sur les partenaires, sur les publics, sur le choix de l'évaluateur aussi. Voilà. Et donc la boîte à outils, elle fonctionne comme ça. Là, vous avez dans le guide Agir ce sommaire en fait de la boîte à outils. Et après, vous allez sur le réseau. Et donc là, vous allez retrouver voilà, tous ces fichiers euh, pour vous permettre de réfléchir. Donc là, par exemple, il y a voilà, évaluer les actions, évaluer la coopération, repositionner son diagnostic. Là, dans les pratiques, voilà, traiter, analyser les données ou formuler des préconisations, donc ce que je vous ai déjà montré. Et j'arrive au bout de la présentation. Euh, Hop, je vais revenir dedans. 3h15, on a encore un petit peu de temps pour un échange éventuellement. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Avec plaisir. Et je vais regarder en attendant dans le chat. Euh, Alors, Madame Montero, est-ce qu'il y a, comme pour le PE, une période où il est demandé de faire des remontées annuelles? Ah ben, je vois que les réponses ont été apportées par Frédéric, super. Bon, il n'y a pas de souhait de prise de parole. J'ai un dernier questionnaire alors avant, que je vais lancer quand même. Ah bah partager les résultats, je l'avais pas fait tout à l'heure. Zoom, c'est pas ça aujourd'hui. Ça arrive. Donc ça, c'est le questionnaire de tout à l'heure. Quand ça veut pas, c'est pas grave, on va lancer le deuxième. Il veut plus lancer. Zoom, c'est bon. Donc la question, c'est pour ceux qui ont réalisé une évaluation déjà de leur cité éducative. Est-ce que vous en êtes globalement satisfait, plutôt insatisfait, plutôt pas satisfait? Euh, ça change sans arrêt. Il y a plein de... Je vais laisser encore un peu de temps pour que les personnes puissent répondre. Comment? 72. Je pense qu'on est pas mal sur le taux de réponse. Je vais arrêter, donc je vais mettre fin. Partager les résultats. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a la majorité du public qui est plutôt satisfait de la première évaluation. Donc c'est bien, c'est vrai qu'on n'avait pas posé la question comme ça dans la revue de projet, donc on n'avait pas forcément l'information. Est-ce que éventuellement, c'est une question pas piège, mais est-ce qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits ou pas très satisfaits? Quelqu'un qui pourrait dire pourquoi il n'était pas tout à fait satisfait de son évaluation? Je pense que ça peut, voilà, éventuellement être intéressant pour des gens qui sont en train de se réinterroger sur leur processus. Madame Agrippa, je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, moi, j'étais plutôt pas satisfaite. Je mets dans le contexte, puisque je suis chef de projet politique de la ville et cité éducative. Mon poste est en mairie. Je suis arrivée en septembre l'année dernière à la cité éducative de Lézignan-Corbière, c'est dans l'Aude, en Occitanie. Et donc, par rapport, alors il y avait un évaluateur qui est ville et territoire, mais ça ne convenait pas
Donc, on m'a demandé de revoir un peu l'évaluation de la cité éducative précédente, c'est-à-dire juste de 2022 à 2024. Ouais. Et donc, alors, moi, j'ai essayé aussi de trouver des éléments beaucoup plus opportuns, notamment, vous savez, les données. Étant donné que je suis pareil, j'ai un parcours universitaire, donc j'ai Ouais. essayé de trouver des données propres à l'INSEE, des choses un petit peu qui représentent un petit peu les niveaux en termes de lecture et autres des élèves. Et c'était très compliqué parce que les données sont très anciennes. Pourtant, c'est le ministère de l'Éducation nationale enfin, qui donne les éléments. Mais c'est très ancien, c'est de 2020. Enfin, c'était 2019. Moi, je trouvais que c'était pas assez actualisé pour le territoire. D'autres choses, c'est, étant donné que j'arrivais aussi, c'était très compliqué pour les partenaires d'avoir cette réflexion en termes d'évaluation et moi-même, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on demande en termes d'évaluation, mais en se remettant dans la position de l'année dernière, pour moi, c'était difficile de pouvoir évaluer sans données quantitatives ou qualitatives. C'est-à-dire, on dit ça s'est très bien passé. Par exemple, telle action s'est très bien passée. Mais pour moi, ça voulait rien dire que ça se soit bien passé. Pour moi, il me fallait des données chiffrées exactes et bien entendu la configuration aussi de la cité éducative qui est différente puisque tous les établissements scolaires, la majorité sont hors QPV et font état aussi d'élèves qui viennent des villages avoisinants. Donc c'est très compliqué aussi de mesurer cette cité éducative à Lézignan-Corbière. Voilà. Mais là, moi, ce qui m'interpelle, c'est que vous êtes essentiellement, enfin, là, vous cherchez à interroger essentiellement des indicateurs scolaires, en fait. Non? C'est pas ça? Pas que, puisque les associations, que ce soit par exemple le centre social ou autre, ils ne donnaient pas forcément des données Ouais. quantitatives. Voilà. C'était très difficile pour eux parce Mm. que par exemple même la MJC, on va dire la Ouais. Maison de la Jeunesse et la Culture, il y a un foisonnement, un nombre de personnes qui viennent, pas forcément des Lézignanais. C'est ce qu'il faut Ouais. comprendre. C'est pas forcément aussi PV. Voilà. Ouais, c'est un peu après le point délicat, effectivement, sur la cité Oui. éducative. C'est que, en fait, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu sur le diagnostic d'où on part et ce qu'on veut interroger derrière. Et que tout le monde soit d'accord dessus pour que ça puisse, voilà, déjà pour que la cité juste soit un peu pertinente dans son action, mais aussi dans son évaluation. Je comprends là-dessus sur notamment les problèmes de recueil de données. Alors, je sais pas si, enfin, voilà, on avait déjà, je crois, un peu échangé à Dijon ensemble, mais voilà, il y a quelques outils qui peuvent peut-être vous intéresser dans la boîte à outils pour favoriser le recueil des données, notamment de Oui, façon un c'est ce peu que plus, voilà, un peu plus rigoureuse, on va dire, quoi, pour les c'est experts. ça. Oui, c'est tout à fait ça. Justement, c'est cette boîte à outils qui va m'aider un petit peu plus à évaluer, Ouais. à faire au mieux pour l'année en cours. Voilà, merci. Je vous en prie, c'est moi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite peut-être prendre la parole pour dire notamment pourquoi elle est peut-être soit insatisfaite ou insuffisante, son évaluation, pourquoi, si elle veut, pourquoi ou comment changer, s'il y a des pistes ou pas. Euh, je vois pas de main qui se lève pour l'instant. Sinon, ce que je vous propose, c'est que juste pour clore, il s'avère que là, au cours des 15 derniers jours, on a eu l'occasion de se retrouver dans deux temps, un en Seine-Maritime et l'autre à l'occasion à Dijon, à l'NC Tours, pour échanger sur l'évaluation. Et donc, ce que je vous propose, c'est vous faire part un peu d'une sorte de compte-rendu de ces échanges qu'on a eu à chaque fois. On était un groupe entre 20 et 40, on va dire, acteurs de cité éducative, avec différents profils à chaque fois, des TRECA, des CPO. Un peu voilà les principaux thèmes qui ont été abordés en sachant que ces ateliers n'étaient pas sur le guide en lui-même mais sur voilà ces enjeux d'évaluation. Et donc notamment la question qui est une des questions qui est apparue très forte, c'est la question de la gouvernance. Et c'est pour ça que j'arrête pas de le répéter aussi entre le diagnostic et la gouvernance de bien impliquer dès le début et que l'importance de réussir à impliquer le copil, notamment là par exemple pour les cités qui sont en renouvellement aussi.
c'est de renouveler sa dynamique partenariale et accepter éventuellement que ça va créer des tensions. Et ça, il y a plusieurs cités qui ont témoigné de ça, notamment de dire qu'en fait, la question de devoir repositionner son évaluation, et donc, si on fait ça un tant soit peu correctement, de réinterroger nos objectifs communs, amène les partenaires forcément à réinterroger la dynamique partenariale entre eux et leurs objectifs communs. Et on a quelques cités qui nous ont vraiment témoigné de gros sujets de tension qui ont été amenés par l'évaluation. C'est venu cristalliser des situations qui étaient parfois peut-être devenues un peu mécaniques, par exemple, de partenariat. Mais il y en a aussi plusieurs qui nous ont dit que voilà, il y avait eu un intérêt parce que ça avait permis tout justement aussi de ramener du dialogue en fait et de ramener du sens dans ce qui a été fait peut-être au bout de 3 ou 4 ans et on était rentré dans des schémas d'action un peu très suivis et puis de bien peut-être refaire un tour de table aussi pour être sûr que tout le monde était là. Donc voilà, donc ça c'est dans les effets on va dire qui peuvent parfois être compliqués parce que ça peut aussi être des sujets de tension, on en a qui nous l'ont exprimé, mais à terme c'est quand même forcément réinterroger le bien fondé de l'action de la cité éducative et de ce qu'on fait ensemble. Donc c'est quand même vraiment essentiel. Dans les autres éléments qui ont été échangés dans ces petits groupes de travail, il y avait également la question des indicateurs qui est revenue plusieurs fois. Donc entre Quanti et Kali, comment on les utilise. Donc ça, je vais pas y revenir là. Je pense j'en ai un peu parlé et puis là, on vient d'en reparler. Mais c'est vrai qu'il y a eu la question de la réussite scolaire qui est revenue. Est-ce qu'on évalue ou pas la réussite scolaire? Est-ce qu'il faut? Comment on fait? Pourquoi? Le suivi de cohorte ou pas? Ça, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois. Donc je pense que là, c'est très important de se dire que la cité éducative euh, c'est la mission du ministère de l'Éducation nationale que d'apprendre à lire et à écrire aux enfants. Ce n'est pas la mission de la cité éducative de leur apprendre, entre guillemets, fondamentalement à réussir dans leur parcours scolaire. Mais une fois qu'on s'est dit ça, néanmoins, l'un des objectifs de la cité éducative est quand même quel est un impact, c'est en tout cas une des attentes qui existent sur la réussite scolaire des élèves de la cité éducative. Et donc on voit là cette espèce de, on va dire un peu ligne de faille autour de la question des indicateurs scolaires qui cristallise beaucoup de choses entre le fait qu'il y a une forme de pragmatisme sur le fait que la cité elle va pas pouvoir elle seule résoudre la question de la réussite scolaire, mais que d'un autre côté il faudra qu'elle y participe. Comment on vient interroger ça? Quel type d'indicateurs on vient mettre en place? Jusqu'où on peut considérer qu'on a une mission sur ce point-là? Voilà, donc ça c'était des éléments de débat qui étaient assez intéressants. Monsieur Païs, vous voulez réagir, pardon? Je vous en prie. Pardon, oui, on m'entend, je me permets. Je vois que aussi Mme Salvant est connectée pour le 94, mais c'est vrai que c'est le problème qu'on a de mesurer la réussite scolaire dans le sens où la cité éducative est censée financer et aider ce qu'on ne peut pas forcément faire par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est éducatif et pas forcément pédagogique. Et c'est des indicateurs qui sont plus difficiles à mesurer parce que la réussite scolaire en soi, il y a aussi tout ce qui est transverse, qui n'est pas simplement savoir lire, écrire, comme vous le dites, mais sur du savoir-être, du savoir-vivre, de la prévention, de la santé, du sport, de la nutrition ou autres, qui sont des aspects sur lesquels c'est beaucoup plus difficile de mesurer mais en même temps, pour lequel on a une Mm. vraie mission par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est une demande institutionnelle aussi qui nécessite d'être mesurée, mais l'impact d'action cité éducative sur des indicateurs très scolaires relevant de la pédagogie Mm. est compliqué à réaliser, cette mesure. Voilà, et puis, est-ce que c'est la mission de la cité éducative ou justement la cité éducative doit permettre de financer tout ce qu'on ne peut pas faire par ailleurs sur d'un point de vue purement pédagogique? C'est mon sentiment et en même temps, c'est une demande institutionnelle normale de mesurer à quel point l'impact de la cité éducative est bénéfique pour nos élèves. Mm. Tout Donc, à on est fait. un peu partagé là-dessus. Voilà, et puis moi par exemple j'avais été interpellée par un DGA qui m'a dit mais en fait vous vous rendez bien compte que moi quand j'ai des parents en face de moi qui m'interpellent enfin donc voilà enfin qui ont une attente en fait que la réussite scolaire aussi se passe mieux grâce à que le parcours scolaire se passe mieux enfin voilà on peut entendre voilà mais donc ça c'est un point qui est assez voilà assez sensible cette question de la réussite scolaire et jusqu'où on peut aller pour en mesurer l'effet de la cité éducative ou pas sur ce parcours et c'est vraiment très complexe mais par contre je pense que c'est important de se rappeler que la cité éducative n'a pas, c'est pas sa mission première, quoi, entre guillemets, d'assurer la réussite scolaire des enfants, de la favoriser certes, mais en tout cas, voilà, il y a quand même un moment où c'est les missions de l'éducation nationale. Et il y avait aussi la question de, pareil, de la performance là-dessus. Enfin, ça rejoint aussi, voilà, sur et du suivi de cohorte. Je pensais aussi à ça. Gros, vaste sujet, le suivi de cohorte. Pour vous donner un exemple de problématique au national, il s'avère que nous aussi, on s'interroge sur comment on évalue l'effet sur les publics de la cité éducative.
Et donc là, en réfléchissant avec l'INJEP, l'un des axes d'entrée qu'on est en train d'explorer au national pour essayer d'évaluer l'impact des cités éducatives, on va dire, c'est de passer par la question de l'offre éducative autour de l'école et de voir comment en fait une offre éducative renouvelée, grâce notamment à la cité éducative, aux coopérations et aux moyens apportés, permet en fait d'avoir un impact notamment enfin, sur la qualité de cette offre et puis sur les élèves et les enfants. Mais c'est une entrée qu'on a tout juste commencé à explorer, donc je pourrais pas vous en dire non plus beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très difficile parce qu'on peut pas juste se dire voilà on va regarder la réussite scolaire parce qu'en vrai d'une classe à l'autre déjà la question de la réussite scolaire peut varier. Enfin peut avoir donc voilà on peut avoir comment pardon des résultats qui vont varier énormément d'une année à l'autre. Et enfin, dernier petits éléments. Alors, la question du regard externe, j'en ai parlé, mais on en a beaucoup parlé aussi à chaque fois, avec peut-être ce point important qu'il faut un moment donc un regard externe, mais on parle donc pas forcément d'avoir tout du long de l'évaluation un regard externe. Comme je vous le disais, nous, on y accorde une importance. Mais ça peut être à un instant qui est choisi aussi, de façon à mettre ce pas de côté. C'est pas, voilà, il y a une question de moyens aussi. On peut entendre que financer une évaluation sur 3 ans, c'est pas envisageable. Par contre, peut-être que voilà, programmer un système où on va faire un mixte et qu'à la fin, comme ça, on est sûr qu'on aura quand même eu cette prise de recul externe. Là, par exemple, on a une cité éducative qui nous interrogeait, qui veut se lancer dans l'impact collectif. Je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui sont quand même sensibilisés à cette méthode de travail coopératif, on va dire, sur les territoires. Et en fait, tu nous dis, est-ce que l'évaluation, enfin, l'impact collectif, est-ce que ça, si on le suit là pendant donc 2, 3 ans, ça peut être notre évaluation, en sachant que en fait, l'impact collectif en soi, c'est une méthode de travail avec des boucles, effectivement évaluatives. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un instant où on fait un stop avec l'impact collectif. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté, parce qu'en fait, c'est complètement internalisé en quelque sorte l'impact collectif. C'est vous-même qui faites votre propre évaluation aussi. Et là, ils ont dit, donc par contre, on va demander à une chercheuse à terme d'avoir observé en fait ce qui va se passer dans ce suivi avec l'impact collectif et de nous rendre en fait à la fin un rapport d'observation qui va nous apporter ce regard neutre et distancié sur tout ce qu'on aura fait pendant 1, 2 ou 3 ans dans le cadre de l'impact collectif qui est quand même, quoi qu'il arrive, un système de boucle évaluative où vous venez quand même vraiment amener une évaluation sur votre territoire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de façons de penser l'évaluation en fonction aussi de vos moyens et de vos ressources. Et voilà. Et les 3 derniers rappels que je vais dire et après, on s'arrête là. Le suivi et le bilan opérationnel ne sont pas de l'évaluation. Pensez à le rappeler autour de vous, notamment. La revue de projet n'est pas une évaluation. Je sais que vous avez, mais pensez à, voilà, là, vous avez les éléments pour le réexpliquer dans ce guide, que la revue de projet, c'est pas suffisant. Et quand faut-il lancer son évaluation, notamment pour les nouveaux, le plus tôt possible, parce que vraiment, après, ce sera plus simple. Sur ce, il est 15h30, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment bon courage sur ce sujet. C'est un sujet qui est complexe, mais qui est aussi très intéressant quand on commence à mettre le nez dedans. Voilà. Le guide, il n'est pas parfait, il n'a pas de prétention scientifique, mais il est vraiment pensé pour être pratique pour les professionnels. Prenez ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer, que ce soit dans les boîtes à outils. Si vous avez des pratiques, où vous dites on pourrait les mettre en avant, vos pratiques, n'hésitez pas aussi. Enfin, l'équipe les intégrera là, voilà. Et vraiment, bon courage pour cette belle démarche à laquelle j'ai pris un énorme plaisir à participer pendant 5 ans et à venir vous rencontrer aussi. Merci beaucoup. Au revoir à tous.